Allez, ils sont en plateau, ils sont moins bronzés que Georges Delataille. On va donc parler avec eux du non-coté en se posant la question effectivement de savoir s'il y a une fenêtre de tir idéale aujourd'hui pour le non-coté. Avec nous en plateau, Agathe Bube, manager Wealth Solutions de chez Eurazeo. Agathe, bonjour. Bonjour Jean-François, bonjour à tous. Laura Carrère, directrice générale adjointe de Eiffel Investment Group. Laura, bonjour. Bonjour Jean-François, bonjour à tous. Guillaume Cousseran, directeur associé de Apax Partners, qui fête cette année ses 50 ans. Presque. Bonjour à tous. 50 ans, c'est pas pour vous, c'est pour Apax. Et avec nous également, et lui, il fête ses 20 ans, en tout cas sa structure fête ses 20 ans, c'est NextEdge. Avec nous, le cofondateur de NextEdge AM et directeur général de cette structure, Jean-David Haas. Bonjour. 20 ans de bonheur. Bien, allez, j'ai tendance à dire que le non-coté, c'est un peu comme la Formule 1. C'est des choses qui se développent dans un monde réservé à certains et qui progressivement se diffusent dans le grand public, dans les voitures ordinaires. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Alors, on va essayer, on va répondre tout de suite, entre guillemets, à la question fenêtre de tir idéal. Est-ce qu'aujourd'hui, Agathe Bube, quand vous regardez les chiffres de collecte de l'exercice 2022, vous vous dites, oui, effectivement, il se passe quelque chose autour de cette classe d'actifs aujourd'hui? Alors d'abord, c'est une classe d'actifs que vous comparez à la Formule 1, mais il faut rappeler quand même que le private equity, c'est le temps long. Mais en effet, depuis quelques années, on voit une très très forte augmentation de la collecte avec un doublement des actifs sous gestion pour les clients privés. Au sein du groupe Eurazeo, par exemple, on gère 32 milliards pour la clientèle privée, on gère plus de 3,2 milliards. Et sur les 2 dernières années, on a levé plus d'1 milliard d'euros auprès de clients privés uniquement. Laura, vous êtes la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à Patrimonia, où c'était une conférence de presse qui était organisée où vous interveniez. Vous voyez, vous aussi, une vraie dynamique et une vraie demande? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous, on est actifs effectivement sur le financement des infrastructures de transition énergétique depuis plus de 10 ans. Et on a lancé depuis 3 ans des stratégies retail, donc visant à permettre aux particuliers d'investir dans cette classe d'actifs. Et à Patrimonia, où on lançait l'unité de compte Eiffel Infrastructure Verte, on a eu un très fort retentissement auprès des conseillers en gestion de patrimoine qui nous disent que c'est vraiment le bon moment. Guillaume Cousseran, je viens vers vous. Vous êtes plutôt récent dans ce marché-là. Ça a été quoi le déclencheur? Ça a été quelque part un certain nombre de positions politiques, notamment je pense à tout ce qui s'est fait en termes de loi pour favoriser le non-coté? Alors, récent, pas trop, parce qu'en fait, on traite la clientèle privée depuis 10 ans. Mais en fait, on a suivi l'évolution du marché. Historiquement, on traitait des institutionnels. Nos clients étaient des banques, des assurances, des fonds de pension. Il y a une dizaine d'années, on a vu émerger la clientèle fortunée. Donc des gens qui étaient capables d'investir 100 000 ou 200 000 euros. Donc on a développé cette clientèle. Et en effet, avec la loi Pacte, qui a quand même ouvert et rendu éligible pas mal de supports de private equity pour la clientèle de détail ou grand public, là on a lancé un fonds dédié spécifiquement à l'assurance vie française. Jean-David Haas, ça fait 20 ans, je le disais, que NextEdge intervient sur ces marchés-là. Donc on voyait les évolutions réglementaires avec les lois Macron. Est-ce qu'il y a aussi une dynamique qui se crée, en particulier cette année, liée au fait qu'il y a une très forte volatilité? Non, là, on vit vraiment un moment assez génial. C'est-à-dire qu'on sent une impulsion très forte depuis 12 mois et on a la chance d'avoir 4 bons vignerons autour de la table, donc c'est bien pour en discuter. Les millésimes de crise, c'est toujours des millésimes très intéressants, de temps en temps un peu complexes, mais avec de la subtilité et une belle longueur en bouche. Et nous, c'est vrai que depuis 20 ans, on milite pour ces solutions. On est très content de voir qu'enfin, le grand public a accès à des bons vignerons sur des millésimes intéressants. Donc on a vraiment la conjonction de plusieurs facteurs qui nous portent et qui sont vraiment favorables. Allez, du coup je vais rester avec vous et on va parler pinard, on va parler vignerons, parce que moi j'aime bien déguster des bons vins, mais j'aime bien savoir comment les vignerons travaillent, ce qu'ils font, quels sont leurs cépages, etc. Donc je vais commencer avec vous, parce que vous êtes en fait le parfait contre-exemple de ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que j'ai dit c'est de la Formule 1 qu'on démocratise pour le grand public. Et donc on va essayer de connaître un peu ces vignerons pour savoir ce qu'ils font et comment ils travaillent. Vous, chez NextEdge, vous êtes parti du grand public pour aller vers l'institutionnel. Nous, on est parti surtout sur un millésime de crise important qui était 2001-2002.
Donc crise des startups, et donc fallait innover, fallait sortir un peu des sentiers battus. Et c'est vrai qu'au début, on est parti sur des FCPI, donc des fonds communs de placement dans l'innovation. Donc ça, c'est le produit grand public par excellence, voilà. Parce qu'avec un avantage fiscal. Exactement, qui pèse aujourd'hui pour 20% de nos actifs. Et puis progressivement, on a fait nos preuves. On est un peu les routiers de la finance, hein. On a la chance de se balader un peu partout en France. Et des institutions nous ont confié leurs fonds, et notamment plus dernièrement le groupe AXA, qui nous a signé un mandat de plus de 200 millions d'euros, qu'on remercie. Aujourd'hui, ça pèse combien Aujourd'hui, on est à 1 milliard d'euros d'actifs sous gestion capital développement. Ok, combien de clients particuliers environ? On a 60 000 clients particuliers, 300 CGP qu'on remercie, qui nous font confiance depuis maintenant 20 ans. Ok, Laura, Eiffel Investment Group, l'histoire en 2 mots? Alors, Eiffel Investment Group, on est en fait présent sur le segment des conseillers en gestion de patrimoine et du retail depuis une vingtaine d'années via le mariage avec Alto il y a 5 ans. Et donc, Alto est présent depuis 20 ans avec les FCPI. Donc aujourd'hui, il y a eu déjà 27 fonds qui ont été lancés sur cette franchise-là. Donc un très grand historique sur le retail. Et puis de l'autre côté, Eiffel, c'est plutôt depuis le début sur des franchises d'actifs privés institutionnels. Et donc en fait, c'est, je dirais, la résultante de ce mariage-là qui nous a permis aujourd'hui de décliner nos franchises de dettes privées d'infrastructures, d'énergie renouvelable, auprès de la clientèle de retail. Et donc aujourd'hui, on est à peu près à 700 millions d'actifs sous gestion sur les FCPI, sur aussi des fonds actions cotés qui sont un peu des bébés des FCPI, et sur les énergies renouvelables. Ok, on continue notre petit tour de table, et puisqu'on parle de mariage, Agathe, nous allons parler d'un mariage historique. Vous venez aujourd'hui avec un titre Eurazeo. Je vous ai connu jeune fille chez Idinvest. Avec le rapprochement de ces 2 structures, on raconte l'histoire de la maison? Rapidement, avec plaisir. Idinvest, on a toujours eu la conviction qu'ouvrir ce marché à une clientèle privée, c'était absolument nécessaire, et avec les meilleurs standards institutionnels. Donc c'est dès 1999 qu'on a commencé à faire des FCPI qui co-investissaient de manière systématique avec nos véhicules institutionnels. Et dès 2012, on a décidé de continuer dans le sens de l'histoire et de diversifier la gamme avec nos premiers FCPR, de dette privée, de secondaire, notre premier fonds Evergreen en 2018, l'ouverture de la stratégie de gross equity et le rapprochement avec Eurazeo aussi plus récemment en 2018 pour ne former qu'une seule entité, un seul groupe et avoir de plus en plus de stratégies à offrir à nos clients privés. Alors je précise tout de suite, Agathe a commencé à utiliser des mots techniques, Evergreen, etc. On va naturellement regarder tout ça parce que l'objectif de cette émission, c'est de parfaitement tout comprendre. Guillaume, les 50 ans d'Apax? Une longue histoire chez Apax. Donc, on a démarré en 72. On a lancé le premier fonds français de capital investissement en 1983. Puis on a grandi avec ce marché. Donc pendant très longtemps, comme je vous le disais, on n'avait que des clients professionnels ou institutionnels. On gérait des fonds professionnels de capital investissement aujourd'hui. Et puis, on a vu arriver la clientèle fortunée avec des fonds professionnels où les clients avertis pouvaient venir avec des gros tickets quand même. Puis un FCPR avec APO il y a 2 ans pour la clientèle assurance vie, grand public. Et aujourd'hui, on gère 5 milliards d'euros. Ok, alors on va être honnête. Je vous ai tous entendu dire des mots que je peux trouver compliqués. Parce qu'on n'a pas souvent l'habitude de faire des émissions, donc on va essayer de faire des choses. J'ai entendu dette privée, infrastructure. Vous avez été cool avec moi parce que vous n'avez pas dit capital développement, capital venture et des choses comme ça. Donc on va rentrer un peu plus dans le détail. Je vais rebondir sur les cépages qu'évoquait tout à l'heure Jean-David pour rentrer exactement dans le détail de ce que vous faites. Laura, j'entends 2 choses. Vous m'avez dit, avec l'histoire Alto, on a une franchise FCPI. Le FCPI, en pratique, on investit dans quel type de structure et avec quel type de risque? Alors, les FCPI, nos FCPI, investissent en private equity ou en actions cotées de PME en Europe, dans toute l'Europe, avec à peu près 50% France et le reste dans tous les autres pays. PME, c'est de la boîte qui débute ou c'est de la boîte qui est un peu d'ancienneté? Non, souvent c'est une PME relativement mature. On ne fait pas de venture, on ne fait pas de capital risque. Ok. Voilà. Deuxième chose que vous m'avez dit, Laura Carrère, vous m'avez dit on fait de l'infrastructure. Ouais. Donc vous avez, c'était au moment de Patrimonia, vous avez lancé un produit qui s'appelle
Eiffel Infrastructure Verte. Infrastructure verte. Donc là, en pratique, vous investissez dans quoi? Alors, sur les 5 milliards d'actifs d'Eiffel aujourd'hui, il y a un gros milliard dans ce qu'on appelle des infrastructures de transition énergétique. Et très concrètement, c'est des actifs qui sont par exemple des fermes solaires, des fermes éoliennes, des centrales biogaz qu'on va aller financer. Donc, on va... Donc financer, mais vous leur prêtez de l'argent? Oui, tout à fait. On leur prête de l'argent. C'est des stratégies qui sont relativement court terme. Donc, en général, on va prêter à entre 18 et 36 mois. OK. Voilà. Donc, on a d'un côté un risque d'une action sur des PME qui ont une certaine maturité mais qui sont innovantes. D'un autre côté, on a un risque qui est un risque, entre guillemets, de porteur obligataire. Guillaume Couserand, je viens vers vous. Apax, 50 ans. Je regardais 2 stratégies small et mid. Vous investissez dans quoi? Vous m'avez dit tout à l'heure que le produit que vous aviez lancé à destination de la clientèle des CGP s'appelait Apax Private Equity Opportunities. Il investit dans quoi en pratique? Alors nous, on n'a que 2 stratégies en termes d'investissement. On investit en fonds propres dans des entreprises de taille moyenne ou des PME. On fait ce qu'on appelle du capital transmission ou du LBO. Donc ce ne sont que des fonds propres. Il n'y a pas de dette. Après, on répartit ces investissements dans différents véhicules et le fonds dont vous parliez, Apax Private Equity Opportunities ou APO, n'est qu'un fonds finalement pour une clientèle particulière qui est l'assurance vie. Mais ça ne change pas, nos 2 stratégies d'investissement restent les mêmes, fonds propres, PME, ETI. Ok, mais comme je veux comprendre, dans le cycle de vie d'une entreprise, le FCPI, je suis au début. Donc Laura m'a expliqué, je ne suis pas au tout début, parce que visiblement on ne cherche pas à prendre tous les risques, donc on se met sur des boîtes qui ont quand même un peu de vécu et pas simplement 3 feuilles de papier sur un PowerPoint. Vous, quand vous êtes dans du capital transmission, vous êtes du coup dans une phase où les entreprises sont plus matures. Nous, on est sur des entreprises matures, rentables, bien établies, qui ont quand même de la croissance, puisque c'est par la croissance qu'on crée l'essentiel de la valeur, mais on ne fait pas, nous non plus, de capital risque, où on ne finance pas des jeunes startups. Jean-David Haas, vous faites quoi? Donc FCPI, vous m'avez dit tout à l'heure, parce que c'est votre origine. Nous, on fait du capital développement dans nos FCPI. Et en fait, on s'est aperçu que les entrepreneurs, à un moment donné, ils avaient besoin d'être accompagnés dans leur croissance. Et donc le capital développement, aujourd'hui, c'est 180 PME qu'on a accompagnés depuis 20 ans. Et en moyenne, nos PME font entre 20 et 50 millions d'euros, sont rentables, ont des forts taux de croissance. Et on ne crée pas notre valeur grâce à la dette, on le crée grâce à la génération de chiffre d'affaires et d'EBITDA par nos entrepreneurs. D'accord. Donc si je regarde un peu dans les schémas, entre le capital transmission, etc., vous êtes au milieu dans le capital. On est des bons clients qui amenons des bons dossiers pour Apax et qui peut regarder certaines de nos affaires. On est après le capital risque, on va en parler, j'imagine, avec nos amis d'Invest. Donc on est vraiment sur la phase de croissance et d'internationalisation de la PME. Agathe, alors, à part le fait que Idinvest c'était du passé et que désormais il faut dire Eurazeo, vous intervenez sur quoi? Alors, au sein du groupe Eurazeo, nous avons 8 stratégies d'investissement différentes. Ça veut dire qu'on a 8 équipes d'investissement qui interviennent dans le capital que je préfère, innovation plutôt que risque. Et c'est là qu'on a nos FCPI, avec la dimension entrepreneuriale, le début de l'histoire. Il y a une certaine prise de risque. D'où l'avantage fiscal. D'où l'avantage fiscal, mais aussi des avantages potentiels, évidemment. Et quand on sort de cette stratégie de gestion, on va offrir des FCPR de dette, des FCPR de ce qu'on appelle du secondaire, où on fait du rachat de parts de fonds existants. On fait des FCPR de grosse equity. Alors là, on va se rapprocher un petit peu plus du capital développement, on l'appelle le capital accélération. C'est des sociétés, des startups qui sont plutôt dans leur 2e phase de développement et qui continuent de croître de manière très importante et qui ont besoin de fonds propres et qui en investissent en direct en capital. Ok. Juste si je refais l'histoire, on est rentré dans le non-coté à travers les fonds fiscaux. Il y a d'ailleurs, je participais récemment à un groupe de travail sur la fin de vie des fonds fiscaux parce qu'il y a des sujets là-dessus. Est-ce que, je me tourne vers vous, Jean-David Haas, parce que vous avez connu cette époque-là, est-ce qu'il y a eu fondamentalement, les fonds fiscaux, ça doit être né en fin des années 90 à peu près. 97. Est-ce qu'en 20 ans, il y a eu une vraie bascule? Et est-ce qu'on est parti d'un truc qu'il fallait aider fiscalement pour le faire émerger à quelque chose qui a pris une approche tout à fait différente? Alors il y a eu différentes phases. Il y a eu une phase assez grandiose avec les lois TEPA où il y a eu des collectes quasiment à hauteur d'1 milliard d'euros par an.
Sur les Donc 50... on rappelle, la loi TEPA, ça permettait de défiscaliser en termes d'ISF. On disait, si vous souscrivez sur ce genre de produit, vous baissez votre ISF. Ouais. Et puis on a eu l'idée superbe de supprimer l'ISF. Alors on ne va pas rentrer sur ce débat-là, on pourra reparler hors antenne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait 50 acteurs de FCPI, et puis aujourd'hui, il y a une dizaine d'acteurs. Nous, on a 10% de part de marché, et là, vous avez 3 bons acteurs parmi les 10 qui font leur métier et qui ont décidé de garder cette classe d'actifs. C'était aussi un choix de conviction, parce que certains de nos confrères ont arrêté cette classe d'actifs. Et pourquoi on l'a gardée? Parce que nous, notre conviction, c'est qu'il faut aider les entrepreneurs à tout stade de leur développement. Et qu'il n'y a pas de raison de se focaliser uniquement sur les startups ou sur le capital de transmission. Il faut être capable de les accompagner à tout moment de leur vie. Est-ce que, Guillaume, je tourne vers vous, quand vous écoutez vos confrères, et pas quand vous regardez simplement votre situation, est-ce qu'on n'a pas un problème de wording par rapport au réseau de distribution avec le terme de private equity? Private equity, ça veut dire private, privé, et equity, ça veut dire action. Et quand j'entends les discours que j'ai autour de la table, il y en a certains qui font de l'action, mais entre guillemets, faire de l'action d'une boîte qui se crée ou de faire de l'action d'une boîte mature, ce n'est pas tout à fait le même risque qu'action. Il y en a qui font de la dette. Est-ce qu'on, je pense que dans le titre, on a dû mettre non coté, et dans mon wording, en pensant à l'émission du mois prochain, j'aurais tendance plus à dire non coté financier. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de parler de non-coté ou de non-coté financier plutôt que simplement de private equity? Si on se place même au niveau de l'association France Invest, aujourd'hui, elle ne réunit plus uniquement les acteurs du capital investissement, elle réunit des acteurs de la dette privée, des acteurs de l'infrastructure. Donc je pense qu'aujourd'hui, on parle de financement des entreprises non cotées qui inclut à la fois la dette privée, à la fois le capital, à la fois l'infrastructure. Donc je pense que c'est plus juste de parler de non-coté aujourd'hui que de private equity ou de capital investissement, au sens propre du terme, en fait. Tout à fait. Je pense qu'il y a, pour la clientèle privée, longtemps, le seul véhicule d'accès à la classe d'actifs, c'était les FCPI. Et on investissait vraiment en capital investissement, directement au capital de société. Et en fait, aujourd'hui, les clients privés découvrent que le private equity, c'est beaucoup plus que le capital développement, le capital innovation. Il y a un grand nombre de stratégies de gestion, en fait, qui sont ni plus ni moins que différents outils de financement qui permettent d'accompagner différentes typologies d'entreprises à différents stades de développement. Laura Carrère, je me tourne vers vous. Le mois prochain, on a une émission sur les SCPI. Vieux produit qui est plus vieux que le non-coté financier. Et en fait, on a constaté une évolution du marché, c'est qu'avant, on avait finalement des offres diversifiées, et puis on a vu des offres qui se sont de plus en plus spécialisées avec des briques, et en disant, vous avez des briques qui font des choses qui sont différentes, et vous, distributeurs, votre fonction, ça va être de conseiller votre client et d'aider votre client en mettant des briques, en assemblant des briques. On est en train de s'orienter vers ça aujourd'hui sur le non-coté financier? Oui, je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'avant, on avait une offre assez monolithique. Et aujourd'hui, finalement, ce n'est pas la même chose pour un particulier que d'investir dans du capital risque sur des startups, que d'investir dans de la dette privée sécurisée comme la dette d'infrastructure que nous on fait, que d'investir dans du capital développement. À chaque fois, en fait, c'est une thèse d'investissement différente avec aussi un impact sur l'économie qui est différent. Nous, c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on s'est spécialisé sur la transition énergétique, c'est qu'on pense que c'est important aujourd'hui pour les particuliers de pouvoir financer avec leur épargne la transition énergétique et de contribuer à la lutte contre le changement climatique directement en fait. Vous attaquez là-dessus, petit tour de piste rapide. Sur le côté, on est en train de regarder les SFDR. Est-ce qu'on est 6, 8 ou 9? Est-ce que vous avez le sentiment que sur votre classe d'actifs, le réflexe premier des distributeurs, c'est d'aller regarder le SFDR, ou est-ce que finalement les distributeurs se disent finalement, le non-coté, je trouve ça plutôt pas mal parce qu'il y a moins de volatilité que sur le reste, donc je ne vais pas trop regarder ces critères-là. Agathe? Il commence pas, ça fait déjà quelques temps qu'ils regardent cette classification taxonomie, tout simplement parce que ça rentre dans leurs objectifs aussi et dans les nôtres. Oui, c'est clairement un critère de sélection. Et ce qui est difficile d'ailleurs dans une industrie un peu naissante, c'est d'arriver à bien classifier les choses. Et on a vu plein de fonds qui étaient SFDR 9, là, qui sont retirés pour devenir SFDR 8. Donc nous, on est resté SFDR 8 parce que pour l'instant, les normes du SFDR 9 sont encore un peu floues. Guillaume?
Tout ça, c'est porté par la réglementation. Le SFDR, il faut que les gens s'y habituent, c'est tout nouveau. On est en train de le mettre en place depuis 1 an ou 2, si je ne dis pas de bêtises. Maintenant, il y a aussi un problème, une obligation d'adéquation. Les distributeurs doivent demander à leurs clients leur appétence aux produits en termes de durabilité. Donc tout ça va organiser finalement l'industrie et sa distribution auprès des clients privés en fonction de classifications SFDR ou autres en matière de ESG, comme on dit dans notre jargon, et créer des référentiels, des benchmarks, des notes et des classifications. Laura, infrastructure vert, il est quoi, 8, 9 ? Il est forcément neuf, je dirais, un peu par essence. C'est-à-dire que autant il peut y avoir des débats sur des fonds qui sont généralistes, qui investissent tous secteurs confondus sur le fait qu'ils soient neufs ou pas. Nous, on investit vraiment dans la transition énergétique, dans les actifs d'énergie renouvelable. L'objectif de durabilité de notre fonds, c'est l'atténuation du changement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, je dirais que c'est neuf par essence, quoi. Exactement. OK. Parfait. Allez, on vient de voir donc finalement qu'il y avait des stratégies qui étaient des stratégies très différentes. On va revenir un peu de manière globale, justement, sur l'intégration et sur la fenêtre de tir et l'opportunité. Plusieurs questions par rapport à ça. Guillaume, la première va être pour vous. Et donc, sur votre spécialité, c'est-à-dire les actions, puisque vous nous avez dit que vous aviez 2 stratégies qui étaient des stratégies actions, qui n'étaient pas des stratégies de dette. Est-ce que le non-coté, c'est plus rentable ? Et à la rigueur, je ne me fais pas trop d'illusions sur votre réponse, vous allez me répondre oui. Donc, comme vous allez me répondre oui, je ne vais même pas vous poser la question, je veux juste que vous me donniez les arguments pour me convaincre du pourquoi c'est plus rentable. Alors c'est plus rentable, enfin on ne va pas dire ça, on va dire que ça surperforme historiquement et sur le long terme toutes les autres classes d'actifs. Je pense qu'il y a des raisons assez fondamentales à cela. Chez nous, on n'investit pas dans l'économie, on investit dans des entreprises qu'on sélectionne, qu'on va étudier pendant des mois avant d'investir. Ça, vous n'êtes pas très gentil pour le gérant côté. Il va dire que lui aussi, il sélectionne les boîtes. Il a de la liquidité, voilà. Chacun ses avantages. Nous, on en a moins. Donc, on connaît beaucoup mieux et on étudie beaucoup plus en profondeur les sociétés dans lesquelles on investit. On est actif à la gouvernance. Dans une société, vous avez acheté des actions en bourse, vous n'avez pas votre mot à dire ou très peu sur la conduite des affaires de l'entreprise. Vous choisissez enfin, généralement, si vous avez une position d'actionnaire significatif, quand vous vendez et à qui vous vendez, ce qui vous permet quand même d'optimiser le prix de cession. Et donc tout ça fait qu'on arrive à créer plus de performances que les autres classes d'actifs, je pense. Jean-David Hess, vous partagez, vous complétez ? Moi, je pense qu'il ne faut pas opposer les gestionnaires d'actifs avec les gestionnaires de private equity. Non, mais je suis d'accord, Jean-David, mais on n'oppose pas. Mais cela dit, quand on a un client en face, qu'on a des problématiques à gérer sur son patrimoine, on n'oppose pas, mais à un moment, il faut qu'on fasse des arbitrages aussi. Non, mais est-ce qu'il est logique de mettre 100% de son patrimoine sur la gestion cotée qui ne représente que 10% de l'économie, alors que tu as des très belles sociétés qui sont non cotées, effectivement, que tu peux accompagner ? Non. Je pense que c'est juste un rattrapage, un rééquilibrage. Et en fait, on part de très loin. C'est-à-dire que pendant longtemps, l'assurance vie a mis en avant des gérants stars et des très bons gérants de gestion d'actifs. Il y a d'extraordinaires gérants en non-cotés. Et merci pour la sélection. Et on est honoré d'être autour de cette table. Mais c'est vrai que quand tu fais bien ton travail, quand tu mets en place une gouvernance main dans la main avec l'entrepreneur, tu crées de la valeur. Et tu ne crées pas que de la valeur financière. Tu crées de la valeur pour l'entrepreneur, pour ses salariés, pour l'économie et l'écosystème autour de l'entrepreneur, qui est souvent un écosystème très local, très régional. Donc, au-delà de l'investissement purement performant, tu as un vrai rôle social à jouer. Et c'est ça qu'on adore, nous, dans notre métier. C'est ce qui nous anime. C'est ce qui fait qu'on a 35 collaborateurs qui, le matin, sont contents de venir travailler avec nous. Et c'est ça qui pousse aussi les performances. Ok, j'entends, donc quelque part c'est un peu finance durable parce que dans ce que vous venez de me dire, il y a quand même très largement des critères de gouvernance en disant on est des actionnaires, on est proche des managements, on travaille avec eux et ça c'est un élément qui crée de la valeur. Deuxième question. Ouais, une chose qu'on n'a pas dit, c'est le temps. Nous on investit, on accompagne les entreprises sur plusieurs années, en moyenne 5 ans, 7 ans en fonction des stratégies de chacun. Et le temps c'est important pour créer de la valeur dans une entreprise. La spécificité aussi du non-coté, c'est qu'on n'a pas le cours de bourse tous les jours qui fait plus 10, moins 15. On n'a pas les résultats trimestriels qui peuvent chahuter le management ou la direction d'une entreprise. Et ça, je pense que c'est un élément clé dans ce qu'on fait tous les jours. Agathe, est-ce qu'on est décorrélé avec le non-coté ? Alors, on est décorrélé des marchés financiers directement. En revanche, on n'est pas décorrélé de la conjoncture. C'est pas magique, hein. Forcément, à un moment donné, va y avoir des rapprochements, mais comme Guillaume vient de le mentionner très justement, quand on investit dans des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse, par nature, il n'y a pas une valorisation quotidienne. Et donc finalement,
le temps que le chahut des marchés cotés commence à se répercuter effectivement dans les valorisations des sociétés, ça prend du temps. Et par ailleurs, les valorisations des sociétés, elles sont faites sur des valeurs, sur des points intrinsèques, sur les métriques de la société, sur leurs opérations et pas sur des éléments exogènes. Alors, question par rapport à ça, quand je raisonne dans les portefeuilles boursiers, je regarde beaucoup les approches sectorielles. Parce que ça a son importance. Donc, Laura, je commence avec vous. Donc, sur les énergies renouvelables, vous prêtez de l'argent à des boîtes qui ont plutôt le vent en poupe actuellement. Oui, alors déjà, moi je voudrais revenir juste sur un petit point sur justement comment se comparent les classes d'actifs en termes de rendement. Je dirais aussi qu'il faut aussi vraiment regarder le risque qu'on prend. Parce qu'entre un investissement en equity dans, mettons, du capital risque ou un investissement en dette sécurisé, court terme, ou si ça ne se passe pas bien, on peut prendre les actifs, c'est quand même très très différent. Donc juste là aussi, je dirais, c'est aussi l'intérêt d'avoir une diversification de l'offre pour les particuliers, c'est qu'ils peuvent vraiment aussi choisir le couple rendement risque qu'ils veulent. Après, sur les énergies renouvelables... Pardon, je reviens là-dessus. Sur le couple rendement de risque, il y a dans les docs réglementaires, il y a un indicateur de mesure de risque. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Parce que globalement, j'ai quand même le sentiment que sur l'ensemble de la place, l'indicateur, il est plutôt plus défavorable sur le non-coté qu'il n'est sur le côté. Vous partagez ou vous ne partagez pas? Oui, alors il faut dire que, en fait, je crois qu'on n'a que des FCPR. Je crois que tous nos produits sont des FCPR là, autour de la table. Le FCPR, par essence, je dirais, par décret de l'AMF, par directive de l'AMF, et en SRRI, donc l'indicateur de risque qui est en cours actuellement, 7, indépendamment du contenu du FCPR. Donc ça, effectivement, c'était très pénalisant pour tout ce qui était FCPR, parce que quel que soit, nous, on a de la dette sécurisée court terme, on est 7. Voilà. Alors que, en fait, les actifs sont très, très peu volatiles. La bonne nouvelle, là, c'est qu'on va passer en SRI. Et donc, en SRI, c'est vraiment le contenu de ce qu'on met dans son fonds qui va compter et la volatilité de ce contenu. Et donc, aujourd'hui, chacun des gestionnaires d'actifs autour de la table, j'imagine, sont en train d'évaluer quel va être le SRI de leur fonds. Et ça va être fonction des actifs qu'on met à l'intérieur. OK. Agathe, je vais vous poser du coup une question. Il y a un produit qui existe chez vous, alors qui est un produit assez atypique, parce que si je fais un peu le tour de table, dans ce que j'ai entendu tout à l'heure, et vous me corrigez si j'ai mal compris, Guillaume m'a dit, chez Apax, on a un produit, on fait du capital transmission avec des LBO sur une approche small et mid. J'ai entendu Jean-David qui m'a dit, moi, je fais du capital développement. J'ai entendu Laura qui m'a dit, moi, je fais de la dette infrastructure. Et vous, il y a un produit dans votre gamme, il fait 60-40, il doit s'appeler Euraseo Private Value Europe 3. Value Europe 3. Pourquoi avoir fait un produit qui fait 60-40 ? Alors, c'était un produit qui a été spécialement conçu pour rendre le calendrier d'investissement à l'investisseur et aussi s'insérer dans les processus organisationnels de l'assurance vie. Et donc, on a choisi de mettre une composante essentiellement de dette à 60%. On fait de la dette privée, senior secured, sur des segments du mid-market, dans des sociétés, dans des secteurs. Non, c'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est votre micro qui est tombé. Dans des secteurs qui sont peu cycliques. Et donc, et une partie de secondaire à hauteur de 40%. Le secondaire, c'est une manière d'investir aussi dans l'univers du capital innovation, du capital transmission. Ok, et du coup, il va avoir quelle note dans le critère à partir du 1er janvier ? Alors, la doctrine de PRIPS nous permet de faire baisser le risque à 3. Ok, je reviens vers vous. Laura, parce que je n'ai pas oublié les questions que je vous avais posées. On était en train d'invoquer de l'approche sectorielle. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, aujourd'hui, nous, on bénéficie, je dirais, d'un double vent dans le dos sur cette stratégie. D'une part, les énergies renouvelables sont aujourd'hui compétitives, très compétitives même, par rapport aux autres sources d'énergie. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de subventions, il n'y a plus besoin d'aide de l'État, etc. C'est très compétitif, et en particulier, je dirais, dans le contexte actuel. Parce que les prix de vente sont délirants. Oui, mais je dirais même, avec des prix de vente qui étaient comme il y a un an, par exemple, c'était déjà très compétitif et ça se passait complètement de subventions. Donc il y a ça, d'une part. Et d'autre part,
pour l'Europe, la souveraineté énergétique d'une part et la décarbonation de l'économie d'autre part, c'est vraiment deux archi-priorités. Et donc, en fait, on se retrouve à un moment où il y a un très, très gros enjeu stratégique pour l'Europe de déployer ce secteur. OK. Donc, boîte de croissance. Guillaume Couserand, je reviens avec vous sur les deux stratégies d'impact. D'un point de vue sectoriel, est-ce qu'il y a des biais et est-ce qu'on met globalement, quand même, structurellement sur des boîtes de croissance? Alors nous, on n'investit que dans des boîtes en croissance et uniquement dans 4 secteurs qu'on a définis dans les années 90, donc ça fait 30 ans maintenant. On investit dans les tech et télécoms, dans les services, dans la santé et dans les biens de consommation. Pour faire simple, on ne fait pas d'industrie chez Apax. Et pour chacun de nos 4 secteurs de spécialisation, on a des équipes dédiées parce qu'on pense que l'expertise sectorielle donne un avantage compétitif pour mieux comprendre dans quoi on investit et évidemment essayer de créer plus de valeur. Jean-David Haas, même pareil, biais sectoriel fort chez NextEdge? Alors thématique, nous c'est tout ce qui touche au digital. On a 48% de plateformes digitales dans nos portefeuilles. On a aussi un gros biais autour de l'environnement. On a commencé nos premiers investissements en 2005 avec Gruo véhicules électriques. Donc on a lancé les premiers véhicules hybrides et électriques à cette époque-là. Et puis aussi la santé, qui est un secteur très porteur qui nous anime, sur lequel il y a encore beaucoup d'innovations à mener et beaucoup de croissance à apporter. OK. Il est 18h48. Il nous reste quelques minutes. Pour l'instant, tout ce qu'on dit, c'est super. On aurait fait l'émission il y a 6 mois. On aurait pu à peu près dire la même chose. Sauf qu'on n'aurait pas forcément tous les produits, puisque certains d'entre vous ont proposé des produits pendant la période. Il y a un truc qui change par rapport à il y a 6 mois. C'est un truc majeur. C'est l'évolution des taux d'intérêt. Avant, on était dans un monde de taux zéro. Et quand l'argent n'a pas de prix, ça a tout un tas d'incidences. Je voudrais qu'on raisonne, qu'on réfléchisse ensemble sur l'impact de cette nouvelle donne sur les valorisations, sur potentiellement les prix de part. On a vu les performances passées, mais on peut s'interroger sur les performances futures. Donc, qu'est-ce que ça change, le fait que l'OAT, qui était en taux négatif il y a de cela 1 an, est désormais nettement en taux positif, puisqu'elle est proche de 3%. Et je ne vous parle que de l'OAT, parce que quand on regarde les spreads, ils ont eux aussi explosé. Alors, on va commencer, Guillaume, je vais commencer avec vous, en vous posant non pas la question du côté client final, mais en vous posant la question du côté vous, gestionnaire. Est-ce que, quelles ont été les conséquences de la hausse des taux pour vous sur les valorisations, pour un acteur qui fait du LBO, donc qui est leveragé? Donc, pour vous, qu'est-ce que ça a changé? Pour le moment, ça n'a pas changé grand-chose. Nous, on utilise du levier dans nos opérations, mais de manière raisonnable. Donc, pour le moment, la hausse, elle est marginale. De toute façon, le levier n'a jamais été un des principaux moteurs de la création de valeur. C'est quand même essentiellement la croissance des entreprises qui crée la valeur dans nos investissements. Le problème, à mon avis, en tout cas dans notre segment du LBO, ça va être la disponibilité du financement pour les prochaines opérations. Ce n'est pas tant la hausse des taux qui va nous gêner, parce que sur une perspective historique de long terme, on est loin encore des taux d'intérêt d'il y a 10 ou 15 ans. Ça va être la disponibilité du financement pour les futures opérations et donc l'activité, le deal flow sur le marché. OK. Si on parle du deal flow, c'est-à-dire les flux d'affaires qui arrivent sur le marché, est-ce qu'il y a aujourd'hui, de par la situation des taux, des boîtes qui sont sorties du marché, qui étaient à vendre et qui maintenant se disent non, finalement... Oui, le marché est quand même très sélectif aujourd'hui. Il y a plutôt uniquement des très belles sociétés qui sont en vente et qui ont une chance de trouver à la fois des actionnaires et des prêteurs dans le contexte de marché actuel. Donc on a un marché très sélectif. Il n'est pas fermé, mais c'est le fight for quality. OK. Ça, Jean-David, ça fait quoi à court terme? Le flight to quality, ça veut dire qu'on achète une blinde, les trucs de qualité, puis le reste, il n'y a plus personne qui se passe? Non, mais d'abord, il n'y a pas que les taux qui ont monté. Tu as les coûts énergétiques qui ont explosé. x5, x10 pour certaines de nos PME, donc c'est hyper inquiétant. Et puis tu as un euro faible. Donc en fait, tu as plusieurs facteurs qui sont, entre guillemets, des signaux très négatifs pour l'économie. Et nous, l'avantage en capital développement, c'est qu'on sait qu'il y a toujours des effets darwiniens dans ces situations. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, à ce moment-là, la croissance organique, elle va aussi passer par des acquisitions. Donc il va y avoir de la consolidation, ça a commencé, ça va s'accélérer. Et donc, dans ces situations, les entrepreneurs sont beaucoup plus agiles que les grands groupes. Il y a plusieurs secteurs sur lesquels on est investi, où on s'aperçoit que nos PME ont déjà pris des positions qu'il va falloir 12 à 18 mois minimum pour ces grands groupes
pour évoluer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un avantage à investir dans les véhicules agiles dans ces phases-là. Agathe, est-ce qu'on court le risque, j'entends le discours, plus de sélectivité, plus d'opérations potentielles de rapprochement, etc. Alors on connaît la baisse des valeurs de part dans le capital risque, déjà sur un truc tout bête, qui est le début, pendant que sur les fonds cotés, on est en phase d'investissement, on a cette fameuse courbe en J. Mais est-ce qu'on pourrait avoir, est-ce qu'il faut qu'on se prépare à se dire, on disait tout à l'heure, on n'investit pas dans l'économie, on investit dans des entreprises, mais s'il y a des difficultés ponctuelles sur des entreprises, qu'on peut se retrouver avec des valeurs de part qui souffrent un peu? Alors, il y a deux choses. Il y a déjà la valorisation des parts, et comme le disait tout à l'heure Guillaume, il y a aussi l'univers de sortie. Souvent, c'est comme ça qu'on matérialise la performance des sociétés. Et donc, si les sociétés, leurs opérations continuent d'évoluer dans le bon sens, il n'y a pas de raison de faire baisser la valorisation de ces sociétés. Peut-être à l'achat, par exemple, on évolue aussi dans une stratégie qui s'appelle le gross equity, donc le capital accélération, où on a vu que les valeurs de la tech cotées aux États-Unis s'étaient effondrées. Elles étaient déjà survalorisées par rapport au prix que l'on payait, nous, dans l'univers du non-coté. Donc finalement, il y a plutôt une correction, un rapprochement, et ça ne va pas changer. Juste, j'essaie de vous décrypter. Vous êtes donc en train de me dire que la tech américaine, le Nasdaq et tout ça, ça s'est pris une bonne claque, qu'on ne l'a pas ressenti dans le non-coté, non pas parce que l'environnement était différent, mais parce que finalement, le côté était tellement survalorisé que finalement, on se rapproche des valorisations du non-coté. Il y a cette partie-là, il y a aussi les opérations des sociétés. Si les sociétés, la croissance du chiffre d'affaires continue d'augmenter de 40 à 50% ou de 50 à 100% par rapport aux années précédentes, il n'y a aucune raison de faire baisser la valorisation de ces sociétés. Ok. Laura, je viens vers vous, pas pour vous parler de valorisation des actions, puisque j'ai bien compris que Eiffel, infrastructure verte, c'était de la dette. L'impact sur la dette et sur les émetteurs, ça augmente le risque de défaut, ça... Alors, il faut effectivement bien regarder. Nous, on est très attentifs au comité d'investissement sur les différents impacts. Sur là, les énergies renouvelables, il se trouve que globalement, il y a un impact très positif qui est la hausse des prix de l'énergie, qui est mangé en partie, mais seulement en partie, par la hausse des coûts des achats, des panneaux solaires et tout ça. Donc pour l'instant, mais on est quand même très attentif. On pense qu'il y a quand même des risques qui vont se matérialiser. Et on renchérit le prix de la dette. En fait, on passe la hausse des taux aujourd'hui sur les nouveaux deals. Donc, on va passer 100 à 150, 200 points de base supplémentaires pour refléter la hausse des taux. OK, parfait. 5 minutes, il nous reste. Agathe, je me retourne vers vous. Vous avez prononcé tout à l'heure le mot magique. Donc, vous allez m'en donner la définition, considérant que je ne connais rien. Evergreen. C'est des fonds dans lesquels il est possible de souscrire à tout moment, qui n'ont finalement pas de durée de fin. C'est des fonds qui ont une durée de vie de 99 ans. Ok, donc si je résume le monde du non-coté en faisant de la pédagogie, vous me dites si vous êtes d'accord avec moi, il y a les fonds fermés, donc on a une fenêtre d'entrée et on sort à la sortie, produit type FCPI. 8-12 ans. Les evergreen, c'est on rentre à tout moment et à partir du moment où on a respecté une certaine durée de détention, on peut sortir grosso modo librement. Et puis j'aurais presque tendance à dire, il y a les fonds professionnels où on est dans une approche où là... on souscrit le fonds et on est appelé progressivement en fonction des besoins du fonds et des entreprises qui le différencient un tout petit peu des fonds retail. Bonne présentation. Et les fonds pro sont des fonds fermés. Et les fonds pro sont des fonds fermés. En général. Ok. Une fois qu'on a dit ça, Evergreen, on va regarder le sujet des enveloppes de distribution. Est-ce qu'aujourd'hui, l'assurance vie est l'enveloppe idéale pour distribuer? Est-ce que si... Eurazeo, Private, Value Europe. Value Europe, Evergreen. 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 Rappelez-moi le nom. APO. APO, Evergreen. Nextage Croissance, Evergreen. Eiffel Infrastructure Verte, Evergreen. Alors vous êtes tous Evergreen parce que ça fait plaisir aux assureurs d'avoir de la liquidité et que l'assurance vie, c'est l'enveloppe géniale pour distribuer le produit. Guillaume? L'Evergreen se prête bien à la réglementation au Code des assurances qui régit l'assurance vie en France. Déjà, la durée est très flexible puisque ça dure en théorie 99 ans, donc ça colle bien avec l'assurance vie qui peut durer aussi très longtemps. De manière administrative, ça colle bien aussi avec les contraintes de l'assurance vie. Il n'y a pas d'appel de fonds, il n'y a pas de distribution. Donc les appels de fonds dans l'assurance vie française, ce n'est pas possible aujourd'hui pour des raisons réglementaires. Donc finalement, c'est un produit qui coche bien les cases de tout le monde. Jean-David, question pour vous. Vous aviez mis en place un système original avec un support coté.
Ouais. Vous faites marche arrière. En fait, on vit un monde de fous. Et en fait, tu vois, le marché coté résonne à l'annonce, au trimestre, dans un environnement hyper contraint, réglementé. Là où, en fait, nos investisseurs, ils veulent de la stabilité et de la construction pour aider justement nos PME à se développer. Donc, en fait, nos investisseurs, quand ils nous ont fait confiance, nous ont dit, bah, nous, on veut de la liquidité. Donc, on s'est coté. On s'est aperçu que la liquidité, finalement, n'était pas très bonne. Donc, on a, avec la discussion avec nos investisseurs, on a 99% de nos actionnaires qui ont décidé de continuer l'aventure en non-coté. Voilà, parce que le non-coté, c'est une meilleure gouvernance, c'est moins de réglementation également. Et puis, c'est aussi des possibilités de liquidité, puisque aujourd'hui, il y a tous les marchés des secondaires, notamment, qui permettent d'assurer une liquidité à des fonds non-cotés. Laura, assurance vie, incontournable? Oui, alors l'assurance vie, et puis en fait ce genre de fonds aussi, les FCPR, ils vont être accessibles au plan d'épargne retraite. Et ça, je pense que c'est très bien et c'est très congruent pour reprendre l'argument. C'est très congruent avec le côté FCPR. C'est-à-dire on peut investir maintenant et puis on peut le garder pendant 20 ans. Agathe, je viens vers vous. De mémoire, lorsque vous aviez lancé votre FCPR hybride, votre 60% d'aide privée et 40% actions, vous aviez dit qu'il était disponible en assurance vie, mais qu'il est également disponible en compte titre. Exactement. Ça a donné quoi? Au-delà de la théorie que c'était possible, en pratique, est-ce qu'il y a des gens qui l'ont acheté en compte titre? On a 45% de la collecte qui est encore en compte titre, parce qu'il y a aussi un avantage fiscal à la sortie, donc pas à l'entrée, il n'y a pas de réduction d'impôt. Mais si les clients détiennent 5 ans le fonds, ils bénéficient d'une exonération d'impôt sur les plus-values. Donc il y a cette fiscalité avantageuse aussi, et il y a... Et l'accès dans l'univers de l'assurance vie, c'est parce que l'assurance vie reste encore la poche préférée de l'épargne des Français. Il faut pouvoir y accéder aussi. Et c'est un partenariat entre l'assureur, les gestionnaires que nous sommes, pour pouvoir offrir le meilleur produit aux clients. Allez, 59, mais c'est de la gourmandise. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, donc vous me regardez, Jean-David, donc je vais vous la poser à vous, la question. Sujets fiscaux, parce que les CGP, ils ne font pas que vendre des produits, ils conseillent leurs clients sur toute l'approche, l'ingénierie patrimoniale, etc. 150 obétaires. C'est une super opportunité parce que les entrepreneurs, c'était les grands perdants. Il y avait des produits pour les particuliers en défiscalisation, des produits pour les institutionnels, et puis les entrepreneurs, ils étaient un peu perdus. Et là, on a trouvé avec cette loi 150 obétaires la capacité à aider l'entrepreneur à deux moments. Au moment de la transmission, donc ça veut dire qu'il peut apporter ses parts à un holding, et s'il remploie ce holding en l'espace de 2 ans à hauteur de 60% dans des fonds ou dans des PME éligibles, ben, il ne paye pas d'impôt sur les plus-values. Et puis derrière, il a accès à des fonds professionnels de capital investissement, qui sont des bons fonds, que nous, on va co-investir avec nos institutionnels. Donc il a accès au même dossier que nos meilleurs institutionnels. Donc vous avez ça. Agathe, vous avez ça? On en a un aussi. Et là encore, alors si on regarde en termes de stratégie, ça c'est des produits, on est d'accord, c'est de l'action pure, on fait pas de l'hybride, Pour être éligible aux 150 OBTR, il faut investir en direct, en capital, dans des augmentations de capital de sociétés européennes soumises à l'IS ou à un impôt équivalent. Et donc, du coup, toutes les stratégies ne sont pas éligibles. Il y a le capital innovation, il y a le capital développement. On a choisi d'offrir le capital développement aux entrepreneurs en considérant qu'ils avaient déjà pris leurs risques en montant leur boîte et que cette fois, il fallait accompagner des sociétés qui étaient déjà bien. Ok, donc on voit bien les concepts du positionnement dans le marché avec une vraie logique de classe d'actifs et de briques qui ont des profils de risque qui sont très différents. 19h01, dernière question, tour de piste, rapide. On peut en mettre combien? On peut en recommander combien à un client dans une approche patrimoniale? Quel pourcentage? Ouais. Laura, je ne vais pas vous demander des approches génériques, je vais vous demander des approches un peu spécifiques sur le concept de la dette privée infrastructure. Vu le profil du produit, vous diriez quoi? Nous, c'est vrai que c'est un profil qui est plus défensif que le profil action, mais néanmoins, je dirais que c'est aussi une approche sectorielle. Donc, moi, je pense que de façon globale, sur ces produits, ces nouveaux produits, finalement, d'actifs privés, il faut avoir une approche raisonnable et pondérée. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Avant, il y avait trop de côtés, mais ce n'est pas pour ça maintenant qu'il faut tout switcher vers le non-côté. Je pense qu'il faut garder une approche assez équilibrée entre les deux.
Guillaume Cousseron. Oui, je partage tout à fait. Le private equity, c'est le temps long, donc ça doit être une partie de son capital qu'on investit pour longtemps, dont on n'a pas besoin à court terme. Donc nous, en général, on recommande pour le non coté, globalement, 10 à 15% de l'épargne. Ça nous semble raisonnable. 10 à 15% de l'épargne. Alors, je vais lancer le débat, Jean-David, sur le 10 à 15. Parce que moi, je vois des family office qui, parfois, montent à 40. Moi, j'aurais répondu entre 0 et 70. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'épargne disponible ou tu as besoin de cash, c'est 0%. Si tu as un petit patrimoine, c'est maximum 5%. Si en revanche, tu t'appelles une grande famille française comme nos amis les Pinault ou d'autres grandes familles, tu peux monter jusqu'à 70, voire plus. Donc tout dépend en fait de ton horizon et de ta capacité d'investissement. Après, c'est vrai que pour des petits patrimoines, il ne faut pas dépasser 5%. Agathe ? C'est un outil de diversification dans le portefeuille des clients qui a déjà été construit depuis quelques années. Aujourd'hui, on leur offre des nouvelles opportunités, mais en gardant l'effet de diversification. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à vous d'avoir été avec nous. Pardon, on a un tout petit peu débordé, mais comme c'était passionnant, c'était utile. Voilà. On se retrouve le mois prochain où on restera sur le non-coté et on parlera immobilier. Et à mon avis, ce sera tout aussi passionnant parce qu'on s'interrogera sur le niveau des distributions l'année prochaine, sur le niveau des valorisations avec la hausse des taux. Je ne sais pas si les réponses seront les mêmes qu'aujourd'hui. On verra ça, ce sera le mois prochain. Merci en tout cas à vous tous d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Je pense qu'on aura le plaisir de se revoir pour traiter ce passionnant sujet du